Je vais donc céder la parole au premier intervenant, Guy Soudjian, que je remercie de nous avoir rejoints. Il est donc en visioconférence aujourd'hui. Donc bonjour Guy, merci à vous d'être ici. Guy Soudjian est docteur en histoire. Il a été notamment l'élève du professeur Emmanuel Leroy-Ladurie. Il a été également donc, ancien proviseur du lycée Montesquieu au Mans, donc bien connu des Manceaux de 2002 à 2011, puis proviseur au lycée Descartes à Tours de 2011 à 2018. Il est vice-président de l'Académie du Maine donc il a notamment beaucoup étudié depuis sa thèse de doctorat en 1978 les conscrits. Il avait donc réalisé cette thèse, dans cette thèse une forme d'approche anthropologique des conscrits de la région parisienne et de la Seine, et un travail qui a été publié notamment en 2008 sous le titre « Anthropologie du conscrit parisien sous le Second Empire ». Et pour l'occasion de cette journée d'études, il s'est penché sur les conscrits du département de la Sarthe, et il va donc nous présenter aujourd'hui les contours et le profil finalement de ces hommes engagés dans la guerre de 70 dans le département de la Sarthe. Donc Guy, je vous cède la parole. Merci à vous. Merci Stéphane. Alors, l'intitulé de mon propos dédié ce matin aux conscrits de la Sarthe en 1870 mérite une première observation. Il s'agit moins, bien sûr, d'une histoire du soldat, si intéressante puisse-t-elle être, que d'une étude des jeunes Sartois permise par les archives de la conscription. Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, Stéphane, dans Anthropologie du conscrit parisien sous le Second Empire, publié en 2008, je m'étais rangé sans embâche dans le prolongement des travaux de l'école historique initiée par Emmanuel Leroy-Ladurie dans les années 70-90, prolongé depuis et enrichi par les travaux de John Komlos à l'échelle européenne, puis par les publications plus récentes de Laurent Héberger, maître de conférence à l'Université de Belfort, consacrée à l'anthropométrie et à l'anthropologie historique. L'ensemble de ces travaux s'inscrivent désormais dans l'esprit du 3e congrès de biologie humaine qui s'était tenu à Strasbourg en mai 2006. Et je vais, dans le propos qui suit et dans les publications futures, rester fidèle à mes grands initiateurs et à cette école. Alors, quel est l'objet de la recherche pour commencer? Eh bien, il s'agit d'une typologie sociale, anthropométrique et médicale des conscrits sartois en 1870, autrement dit, des jeunes gens âgés principalement de 20 à 29 ans, compte tenu de la durée du service militaire de l'époque, enrôlés dans l'armée par la conscription, par engagement volontaire, par engagement ou en qualité de remplaçant. C'est bien le sujet d'une étude qui se situe aux frontières de la démographie, de l'histoire sociale et de la biologie. Alors, je vais me proposer de répondre à deux questions simples en apparence. Qui étaient ces soldats en 1870 et comment allaient-ils? Et ces deux questions, nous allons voir que ces deux questions renvoient à des questions d'une grande complexité sur la double dimension sociale et biologique dont les composantes s'interpénètrent les unes dans les autres. Alors, quels sont les grands problèmes que nous pouvons poser quels sont les points communs d'abord? Quels sont les grands problèmes posés par cette étude? Alors, bien sûr, ce sont des questions qui sont datées, mais qui ne perdent rien de leur pertinence. D'abord, quels sont les points communs révélés par la typologie des conscrits sartois de 1870 avec celle des conscrits de la Mayenne et plus largement des départements du Grand Ouest? Comment la Sarthe, deuxièmement, se situe-t-elle du point de vue du mieux-être biologique et social dans cette France du XIXe siècle dont Alphonse d'Angeville avait dessiné les traits caractéristiques du développement économique et du bien-être de part et d'autre d'une ligne tracée de Saint-Malo à Genève et que des esprits facétieux appellent ligne Calvin-Calva. Ce sont donc des questions datées, mais qui sont tout à fait actuelles et que je vais essayer effectivement, dont je vais essayer dans quelques minutes de vous apporter les premiers résultats. Alors, quelles sont les sources d'abord destinées utiles pour répondre à ces questions? Eh bien, ces sources proviennent essentiellement du ministère de la Guerre. Ce sont des sources d'une grande richesse. Stéphane Tison l'a dit précédemment. C'est d'abord la série R des archives départementales au fond de la préfecture, qui est constituée par des versements
effectuée par le bureau du recrutement de la préfecture. Alors, elle est riche des tableaux du recensement des jeunes gens qui, âgés de 20 ans révolus avant leur incorporation, des listes du tirage au sort disponibles dès le début du 19e siècle, des comptes numériques et sommaires, c'est-à-dire de la synthèse des opérations des conseils de révision transmises au ministère de la guerre. On dispose d'ailleurs, nous disposons d'une série de continus de 1827 à 1925, des registres matricules du contingent, c'est-à-dire des dossiers individuels des conscrits à partir de la réforme Niel, du maréchal Niel du 1er février 1868, et de la synthèse de toutes ces informations qui se trouvent dans les comptes rendus sur le recrutement de l'armée. Ces comptes rendus sur le recrutement de l'armée sont disponibles sous la série LF9 à la Bibliothèque nationale et elles sont fort heureusement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, téléchargeables sur le site Gallica de la BNF qui constitue un merveilleux outil aujourd'hui pour les chercheurs. Alors, quelles sont les informations qui nous sont apportées plus précisément sur les conscrits, c'est-à-dire, autrement dit, sur les jeunes âgés de 20 ans? Alors, ces observations et les décisions du Conseil de révision sont portées sur plusieurs documents et elles sont parfaitement tenues et en excellent état de conservation. Liste cantonale du tirage au sort, registre matricule du contingent. Ces documents suivent la carrière militaire de chaque conscrit pendant une longue période qui couvre le temps du service militaire et de la réserve, c'est-à-dire réserve puis territoriale, c'est-à-dire au moins pendant une trentaine d'années. Autrement dit, la filiation, les adresses, le métier mentionné, le degré d'instruction, constitue autant d'indices exploitables à l'échelon des 35 cantons et des 4 arrondissements de la Sarthe. Certains, tels que le métier et le degré d'instruction, peuvent être croisés et corrélés avec l'indice remplacement, dont je vais parler dans un instant, indicateur tout à fait pertinent concernant l'accès au numéraire dans les campagnes, comme sur le degré de pauvreté, à défaut du degré de fortune qui demeurait bien entendu l'exception. Alors, à côté de ces informations que l'on peut qualifier de sociales, de précieuses données anthropométriques concernent l'état de santé des conscrits pour déterminer, comme on disait à l'époque, entre guillemets, leur aptitude à marcher. On est apte ou non à marcher. Et on correspond ou pas à l'image du bon soldat. Alors, la toise est présente pour mesurer la taille des jeunes gens à partir de 1842 dans les conseils de révision. Et on considérait à l'époque que la taille était synonyme de vigueur physique jusqu'à la suppression du défaut de taille en 1902. Alors, à côté de la stature, il y a des malformations, les pertes de membres, les brûlures, les maladies qui sont mentionnées avec précision. Alors, bien entendu, il s'agissait pour l'essentiel d'une médecine des formes et des apparences. En revanche, la néologie médicale progresse sensiblement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, de même que la formation des officiers de santé et des médecins sur lesquels des travaux d'ailleurs ont été faits sur le département de la Sarthe. Alors, les conscrits de la Sarthe mobilisés en 1870 relevaient à la fois les dispositions de la loi de 1832 pour les plus anciens, de la loi de 68 pour ceux qui venaient d'être appelés, c'est-à-dire les classes 68 et 69, et d'autre part, il y avait parmi eux des engagés volontaires, des rengagés et des remplaçants, dépendant à la fois de l'ancien système du remplacement, du système de l'exonération mis en place en 1855, et à nouveau du nouveau système du remplacement remis en vigueur par la nouvelle loi de février 68. Alors, eu égard à l'imbrication très compliquée, très complexe, on pourrait même parler d'intrication de dispositifs complexes, je me suis autorisé à travailler sur 10 classes de conscrits appelés de 1860 à 1869, soit un corpus statistique de 38 007 jeunes gens. Voilà, très précisément. Et à l'issue des opérations de tirage au sort du Conseil de révision, on en arrive à un contingent assigné par la loi annuelle sur le recrutement sur les 10 années de 11 966 conscrits, c'est-à-dire environ 1100 conscrits par an. C'était le format du nombre de jeunes gens qui finalement partaient sous les drapeaux. Et il a très faiblement varié au cours du XIXe siècle. Alors, compte tenu du temps imparti, j'ai fait un choix limité de diapositives présentant quelques-uns des vastes enseignements de ce chantier en cours. Et je vais à présent partager mon écran pour vous montrer effectivement ces diapositives qui vont montrer quelques-uns des aspects de cette recherche. Alors, je vais commencer par la structure socio-professionnelle en utilisant mon pointeur. Voilà. Le pointeur va, je le cherche.
très bien. Alors, effectivement, on voit très nettement se dessiner une prépondérance des métiers de l'agriculture, aussi bien en 1858 qu'en 1868. Alors ça, ce sont les deux termes que j'ai choisis pour travailler parce que les informations apportées par les comptes numériques et sommaires étaient insatisfaisantes sur le plan du classement. Je vous l'expliquerai dans la publication écrite. J'ai préféré effectivement utiliser le dépouillement des listes du tirage au sort que j'avais réalisé. Je l'ai réalisé d'ailleurs de 10 ans en 10 ans avec l'aide de l'Université du Temps Libre que je tiens ici à chaleureusement saluer pour le travail qu'elle a commencé à faire il y a une dizaine d'années avec moi sur ce énorme chantier. Et j'ai actuellement disponible donc de 10 ans en 10 ans les listes du tirage au sort exploitées, reportées sur un tableur Excel de 1809 jusqu'en 1928, ce qui donne effectivement de 10 ans en 10 ans une évolution extrêmement intéressante. Alors ici, nous avons il n'y a pas de comparaison véritablement à faire sur les 10 années puisque les choses évoluent très lentement, mais l'on voit qu'effectivement l'agriculture, les métiers de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt occupent la part du lion, 59-83% en 58 et 57-65% en 68. Donc la majorité de nos conscrits de 1870, de nos boblos, sont effectivement des soldats paysans. Alors s'ajoute un peu plus du quart d'entre eux appartenant effectivement au métier de l'artisanat et de l'industrie. Alors ici, il ne faut pas faire de contresens. Disons d'emblée que cet artisanat et cette industrie est très, très intimement lié à l'agriculture. Il n'y a pas encore dans la Sarthe de grande concentration industrielle. L'industrie métallurgique, par exemple, est très associée à l'exploitation de la forêt. Ce sont des petites forges. Il n'y a pas de grande concentration industrielle comme il peut y en avoir dans le nord de la France, dans la région parisienne ou dans d'autres grandes villes de France pour la même époque du Second Empire. Alors, les professions intermédiaires représentent 10% environ, entre 9,62 et 11,4% dans les deux termes choisis. Il s'agit pour l'essentiel d'activités commerciales et de services et des marchands. Et enfin, les groupes supérieurs constituent une très faible minorité. Ce sont les professions intellectuelles, professions libérales, fils de propriétaires et les rentiers, toute petite minorité et de 64% par exemple en 68. Alors, je vais m'arrêter sur deux catégories plus précises, celle des cultivateurs et des domestiques, très nombreux dans les fermes du département de la Sarthe, et je vais m'attarder sur le groupe agricole qui occupe une place prépondérante dans, comment dirais-je, la structure socio-professionnelle. On le voit ici, on le revoit à travers le diagramme à colonnes, où véritablement l'agriculture est très largement, fortement représentée et le département il se trouve dans une vocation agricole incontestable. Alors, ce qui apparaît ici, c'est effectivement une répartition. Je n'ai pas pu rendre la colonne de gauche sur les travaux des champs plus grosse. J'ai classé mes conscrits en cultivateurs, domestiques, journaliers, jardiniers, vignerons et laboureurs. On se rend compte que les cultivateurs et les domestiques constituent la plus grosse part, pour la période observée, la plus grosse part sur les 4237 conscrits qui se consacrent aux travaux des champs. Eh bien, nous en avons 1975 pour les deux classes concernées qui se disent cultivateurs et 1888 qui se disent domestiques. Alors, par ailleurs, le caractère résiduel des laboureurs 3 trouve son explication dans la hiérarchie villageoise au sein de laquelle les laboureurs formaient une toute petite minorité. A fortiori, se déclarer laboureur à 20 ans voulait davantage dire, bien sûr, fils de laboureur. Les laboureurs, d'ailleurs, étaient rarement propriétaires de leur exploitation. Celle-ci pouvait s'étendre jusqu'à 20 hectares, voire parfois jusqu'à 50 hectares. Et disposer les laboureurs d'un capital sous la forme d'outils, de travail, sous la forme d'une ou plusieurs charrues dans le meilleur des cas, tirées par des bœufs dans le nord du département et par des chevaux ou des bœufs dans le sud du département. Et les laboureurs se situaient bien sûr au sommet de la hiérarchie sociale. Tout le monde connaît cette expression de coq de village.
Et à cet égard, les inventaires de succession des archives notariales, étudiés par Anne Fillon, décrivent l'abondance pour l'Ancien Régime, l'abondance des biens usuels en mobilier et en linge qui leur permettaient de jouir d'une vie beaucoup plus confortable. Alors, l'expression maintenant cultivateur, qui est très largement utilisée par les jeunes gens pour se qualifier, m'a posé question, puisque je me suis demandé si c'était une expression purement administrative ou non. Eh bien, les cultivateurs et les exploitants agricoles, dont le nombre modal ici m'incite à penser qu'il s'agissait en toute vraisemblance, de bordagers, donc exploitants de terres de 9 à 15 hectares. Et en règle générale, les bordagers disposaient d'un soc et ils cultivaient à la main, à la bêche, au croc, pour reprendre une expression proprement sartoise. Alors, il arrivait effectivement que les bordagers se livrent à une polyactivité artisanale. Nous n'avons pas le temps d'aborder la question des artisans ouvriers, mais beaucoup d'artisans du textile se disent tisserands. Et effectivement, tout particulièrement les bordagers arrondissaient en quelque sorte leur revenu, les revenus de leur exploitation, en s'adonnant à la culture et au tissage du chanvre. Alors, avec les domestiques qui occupent une très grosse part, 1888 conscrits examinés, j'entre ici dans une strate sociale inférieure aux frontières indécises, caractérisée par ce qu'Anne Fillon, dans ses travaux, appelle le service des autres, une belle expression. Et en fait, je l'appellerais volontiers prolétariat agricole. Et ce prolétariat agricole était extrêmement, très, très fortement présent dans les fermes du département. Ces derniers gagnaient moins par comparaison qu'un domestique d'auberge, un garçon meunier ou un voiturier. Vers 1850, le salaire moyen s'élevait à 0,64 francs par jour. Alors, ça veut dire quelque chose et ça ne veut pas dire grand-chose parce que ces salaires ont certes augmenté d'un tiers sous le Second Empire, mais il existait une pression démographique très forte puisqu'il y avait beaucoup de bras disponibles. Et d'autre part, il est difficile de connaître la part réelle du numéraire dans la rémunération des domestiques dans la mesure où la monnaie fiduciaire était caractérisée par une très faible circulation dans les campagnes. Quoi qu'il en soit, logés, nourris, les domestiques appartenaient à cette communauté villageoise dont les usages n'évoluaient que très lentement. Les plus chanceux d'entre eux arrivaient à constituer un pécule leur permettant de devenir à leur tour bordagers. Alors, je passe sur cette approche sociologique pour vous montrer un autre élément de ce diaporama. Voici les domestiques, entre parenthèses, dans leur répartition spatiale qui correspondent aux grandes zones, aux grandes régions de production agricole de la Sarthe de l'époque, le Saunois, la Champagne-Mancelle, les terres les terres plus fertiles situées dans la vallée de l'Huisne et dans la vallée de la Braye. Donc, par contrario, on peut voir que les cantons du plateau de Saint-Galais, beaucoup moins fertiles, effectivement, étaient beaucoup moins occupés par des domestiques. Alors, retenons que la société villageoise favorisait en son sein le cumul d'activités agricoles avec d'autres occupations permettant effectivement la subsistance. Alors, je vais en arriver à une donnée extrêmement intéressante qui est effectivement l'indice remplacement. Alors, vous savez qu'à l'époque, il était possible de s'acheter effectivement quelqu'un pour faire le service militaire à sa place. Je ne vais pas entrer dans le détail, que je le ferai plus tard. Ce remplacement militaire permettait effectivement d'échapper aux rigueurs d'un service militaire qui était de 5 ans et 4 ans dans la réserve avec la loi Niel de 1868. Le remplacement avait été rétabli. Le prix de l'homme s'élevait à 2000 francs par an. C'était une somme considérable qui pouvait correspondre au salaire moyen annuel d'un ouvrier d'art, par exemple, à Paris. Je l'avais étudié sur Paris. Et bien sûr, la fixation du prix de l'homme dépendait comment dirais-je,
la conjoncture internationale. Au moment de la guerre de Crimée, la campagne d'Italie, l'expédition du Mexique, le prix de l'homme était monté jusqu'à 5 000 francs. Voilà. Mais lorsque la paix faisait place à la guerre, les prix devenaient plus raisonnables pour la bourse des pères de famille, à savoir 1 500 à 2 000 francs. Alors, on le voit dans le diagramme que j'ai constitué ici. La propension au remplacement est du tiers dans les groupes supérieurs. Des professions intermédiaires où le commerce est présent, on arrive à peine au quart, et puis progressivement, on descend progressivement dans les hiérarchies sociales, avec 12,71% de remplacés dans l'agriculture, l'élevage et la forêt. Là, dans les métiers de l'artisanat et de l'industrie, on descend à 7,39, divers non classés, c'est-à-dire les petits métiers des rues et des champs, par exemple, qui appartiennent à cette catégorie, à 3,54%. Donc là, on a un étagement effectivement de la capacité à s'acheter un remplaçant qui nous permet effectivement de mesurer le degré de fortune des différents métiers. Je passe rapidement aussi sur la diapositive suivante où vous avez là un étagement. En bleu, ici se trouve effectivement de propriétaires jusqu'à manœuvre non qualifiée. Eh bien, on passe de 35% à 3,51% pour ce qui s'apparente aux petits métiers des rues et des champs. Manœuvre, ouvrier non qualifié, absolument aucune capacité de remplacement. Et inversement, vous avez ici la propension à devenir remplaçant, c'est-à-dire on les appelait souvent ces termes affreux de vendus. Eh bien, je laisse de côté les engagés et soldats qui sont en fait des rengagés qui reprennent un contrat de remplacement. Eh bien, les manœuvres, 4%, et bien entendu propriétaires. Alors, domesticité ici, ce sont pas les domestiques agricoles, mais c'est le service à la personne plutôt. Le livre d'imprimerie, métier d'art, absolument pas de remplaçant. Par contre, là, vous avez un étagement extrêmement intéressant qui montre à quel point les manœuvres, ceux qui travaillent dans les petits métiers de la forêt, où il y avait effectivement parmi eux beaucoup de logistes, sont effectivement, le remplacement est un débouché provisoire pour ces jeunes gens. Toile textile, où on trouve les tisserands, les cuirs et peaux, les métiers traditionnels de l'artisanat, très liés au monde de la terre. Tous ces métiers sont porteurs pour comment dirais-je, devenir remplaçants. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà nettement observé à Paris et qui ne me change pas. Alors, ici, je vais aborder une autre question qui est extrêmement importante également et qui transparaît dans les archives de la conscription, c'est le degré d'instruction. Alors, ce degré d'instruction, il évolue, je l'ai mis en perspective de 1828 à 1868, d'après les listes du tirage au sort, parce que vous le verrez, quand le ministère de la Guerre publie des informations portant souvent dans ses synthèses sur le contingent. Sauf que le contingent ne représente que un peu moins du tiers de la classe. Donc là, j'ai toute la classe, effectivement. D'où l'intérêt de travailler sur les listes du tirage au sort. Eh bien, vous voyez la courbe en rouge ici. Eh bien, on voit qu'effectivement, en 1828, il y avait pratiquement 59% de conscrits ne sachant ni lire ni écrire. Ils ne sont plus que 26,38%. Et inversement, bien sûr, la courbe des conscrits sachant lire et écrire progresse très très nettement et augmente surtout à partir de 1848 très fortement, de sorte que un peu plus de la moitié des conscrits qui partent en 1970 à la guerre, tout né au Moblo, savent lire et écrire. Alors, il faudra effectivement s'interroger plus précisément sur cette notion est-ce que ce sont des lisants écrivants ou des gens qui savent lire et écrire, pour reprendre l'expression de Pierre Chaunu. C'est une question qui méritera d'être posée, d'être approfondie dans des travaux futurs. Alors, on observe ici que avant même les lois Ferry de 1881-82 sur l'obligation et la laïcité, c'est la loi Guizot de 1833 obligeant chaque commune à avoir sa maison d'école qui constitue le démarrage.
de cette magnifique progression. Et je dirais que cette magnifique progression nous est permis, on la voit aussi dans un beau dictionnaire de pêche. Je vais passer tout le premier confinement à lire le dictionnaire de pêche de Julien Rémy Pêche, qui est un livre magnifique, hein, d'érudition, une érudition qui s'est perdue. Et on se rend compte que les communes s'inscrivent tout de suite en coproduction, en quelque sorte, pour reprendre une expression très moderne, de services avec l'État qui vient de décider l'obligation de chaque commune d'avoir sa maison d'école. Et on voit bien que l'instruction se détache progressivement de la notion de charité pour devenir un service public à part entière. D'ailleurs, Pêche parle de service public, vous voyez, donc c'est avec des déclinaisons très différentes en fonction des situations locales. Alors, je vais à présent, puisque nous arrivons à la fin de ma communication, aborder le domaine. Alors, encore un mot sur les illettrés. Ici, j'ai extrait cette carte des comptes rendus annuels sur le recrutement de l'armée que j'avais publié dans le livre sur Paris. Nous sommes ici, au niveau des illettrés, à environ un quart d'illettrés dans la Sarthe. On voit bien que la ligne Saint-Malo-Genève, dont j'ai parlé dans mon propos initial, qui sépare deux France, une France mieux instruite, effectivement, dans sa partie septentrionale, illustrant un degré de développement plus élevé, et l'autre France, hein, de l'Ouest, du centre, du sud, du sud-ouest et du Midi, qui constitue une France en voie, effectivement, on va dire en voie de développement économique. C'est une carte extrêmement éclairante. Après, il faudra regarder d'ailleurs dans une analyse détaillée que je produirai, si cette ligne Saint-Malo-Genève traverse la Sarthe, quels sont les cantons qui sont effectivement concernés plus par les problématiques de la France de l'Ouest, ou bien plus par des éléments de développement appartenant à la France septentrionale, si le cas échéant. Alors, je vais aborder à présent très brièvement un autre élément qui, effectivement, est très intéressant, c'est je passe sur celui-ci, c'est la taille moyenne des conscrits de la Sarthe qui nous donne effectivement une image, une indication sur le bien-être biologique de la population, sachant que la stature est très liée à la fois aux intrants et aux extrants, hein. Les intrants étant les apports caloriques qui sont celui des jeunes gens de leur enfance jusqu'à l'âge adulte, et les extrants, c'est-à-dire l'environnement épidémiologique, le travail précoce. Et on se rend compte que de 1820 à 1868, hein, quand on regarde la taille progresse sensiblement. Elle passe de 1,62 m en moyenne et elle va à 1,64 m en 1868. Autrement dit, nos conscrits étaient en moyenne petits, mais la stature progresse sensiblement, et elle progresse sensiblement sous le Second Empire. Pour Paris, j'avais indiqué qu'il y avait manifestement un mieux-être. Il s'agira effectivement de le vérifier, de le démontrer aussi pour le département de la Sarthe. Alors ici, effectivement, la taille moyenne en 1868 au niveau national, on voit bien là encore que la Sarthe se situe dans les départements où la taille est malgré tout, comment dirais-je, appartient à cette frange qui se situe comment dirais-je, au sud et à l'ouest de la ligne Saint-Malo-Genève. Alors, diapositive suivante. Ici, une indication intéressante. Nous avons vu que la taille avait effectivement diminué sensiblement, augmenté, sensiblement. Ici, nous en avons la raison. En fait, ce sont les défauts de taille, autrement dit, les tailles inférieures à 1,57 m puis 1,55 m qui diminuent. Les défauts de taille, on parle même d'avorton dans ces termes affreux, mais qui à l'époque ne choquaient pas. On avait effectivement 30% de défauts de taille parmi les exemptés en 1831. En 1869, ces défauts de taille sont tombés à un peu plus de 5%, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution des très petits.
Autrement dit, ce n'est pas une élévation générale de la stature, mais une diminution des traits petits. Alors ça signifie que malgré tout, les conditions générales, les conditions biologiques, le mieux-être biologique s'est sensiblement développé au cours de cette moitié du 19e siècle, en particulier sous le Second Empire, et y compris dans le département de la Sarthe. Alors, dernier élément, je voudrais vous montrer une corrélation très intéressante entre la taille moyenne des remplaçants dans la Sarthe, la comparaison entre les deux, elle est très nette. Hein. On voit par exemple, c'est ce que vous voyez le mieux, en 1858, hein, les remplacés mesuraient 1,66 m, alors que les remplaçants ne mesuraient que 1,62 m. Il y a pratiquement 4 cm de différence entre les uns et les autres. Et on voit donc la pertinence de l'indice remplacement, entre parenthèses, qui est un indice à la fois de mesure du niveau de vie social, mais aussi du niveau de vie biologique de nos conscrits. Et enfin, les exemptions pour raisons médicales sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement, on se rend compte que les défauts de croissance et les malformations osseuses notamment, occupent la majorité hein, des exemptions, près de 60%. Les blessures et les incapacités de membres provenant des blessures, 10%. Les maladies de carence nutritionnelle, qu'il faut aussi confondre aussi avec le premier élément, 6%. Si d'ailleurs on ajoute ces maladies de carence répertoriées hein, nettement, hein, il y a une notion de faiblesse de conflexion qui revient, ou de faiblesse de constitution qui revient, eh bien, il faut les ajouter à cette ligne-ci où on a pratiquement pour l'essentiel, hein, des maladies de carence ou des malformations de carence alimentaire qui l'emportent sur le reste. Alors, j'en viens à quelques mots de conclusion partielle pour respecter mon temps imparti. On voit bien effectivement, d'une part, que la Sarthe est un pays agricole, très profondément, que les choses évoluent très lentement, l'artisanat et l'agriculture étant très profondément mêlés l'un à l'autre, que le niveau de fortune est effectivement extrêmement bas, hein, qu'il est très très bas, et que la catégorie des domestiques constitue un prolétariat agricole. La plupart de nos mobelots sont effectivement des domestiques agricoles. Par contre, ils sont lisants et écrivants. Ils ont bien plus qu'ils ne l'étaient sous la période de la monarchie de Juillet. Il y a donc là les premiers signes d'une évolution. Nous l'avons vu à travers les défauts de l'élévation très sensible de leur stature, très sensible, la très nette diminution également des défauts de taille, qui montrent effectivement que sans pour autant qu'on puisse parler d'une révolution agricole, d'une révolution culturelle en Sarthe, l'aube des temps nouveaux est en train, point à l'horizon. Voilà, merci pour votre attention. Merci Stéphane hein, de m'avoir permis d'intervenir pour ce vaste chantier ouvert et qui va me prendre encore pas mal d'années de joie et de bonheur historien. Merci. Merci beaucoup, cher Guy, pour cette présentation très claire, une belle étude qualitative. Je dis qualitative, c'est un lapsus, mais en tout cas d'histoire quantitative. Voilà, ça nous permet vraiment de saisir et d'inscrire ces soldats dans les structures sociales du moment. Et une question qu'on pourrait se poser, mais à savoir si on peut extrapoler ces données sur je dirais, les structures sociales globalement de l'ouest de la France, il est fort possible que l'on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques, peut-être en Bretagne, mais voilà, ça permet de lancer en tout cas ici un champ d'études sur cette dimension. Et en effet, on est bien là dans un espace rural très très important. J'étais assez marqué par le fait que ces statistiques finalement n'ont guère évolué parfois sur certains points en 1914 hein, pour avoir étudié les structures sociales, notamment non pas démobilisées mais des morts pour la France à l'époque. Voilà, donc merci beaucoup pour cette présentation. Je rappelle qu'il est possible aux auditeurs de nous poser des questions en direct. Nous aurons un moment d'échange après les 3 interventions de la matinée, donc pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je vous invite évidemment à poser vos questions dès maintenant, puisque, comme c'est arrivé notamment dans les précédentes séquences hier, elles nous sont parvenues parfois plus tardivement après
le live et de ce fait-là, nous n'avons pas pu y répondre immédiatement. Donc si vous avez des questions, vous les posez maintenant et puis on aura un temps pour pouvoir non pas échanger malheureusement, mais pour que les intervenants puissent y répondre.